Pétain et puis non plus. Si, après-guerre, ça reste quand même l'animateur. Oui, alors plus tellement dans la doctrine, il y a toute une génération d'officiers généraux qui sont apparus à la fin de la guerre, des gens comme Debenay par exemple, qui vont avoir un rôle très important. Qui commande une armée. Qui commande la première armée en 1918. Qui mène une offensive avec les Britanniques pendant le 8 août et qui est une offensive extrêmement brillante, qui est même presque un modèle, qui servira de modèle un peu. C'est des gens qui ne sont pas très connus, Debenay par exemple. Non, des gens comme Debenay, Mestre, ça ce sont De Goutte, Gouraud, ce sont les généraux d'armée de 1918 qui sont d'excellents généraux, qui sont là il y a toute une génération qui s'est mise en place, qui est née au front, tous ces gens-là sont montés pendant la guerre, ils ont remplacé la génération d'avant-guerre. Même Pétain il commence la guerre colonel, il est à la retraite, donc 3 ans après il est général en chef. Donc il y a toute une génération qui est née de la guerre, qui s'est adaptée aux conditions nouvelles de la guerre, aux conditions industrielles de la guerre, qui s'est parfaitement adaptée, qui est brillante et qui se met en place. Vous avez des gens comme Estienne aussi, qui est le père des chars. Père des chars, qui aura aussi encore un rôle à jouer par la suite dans la réflexion sur l'emploi des blindés. L'école des blindés d'ailleurs fournit tout un certain nombre de penseurs, des gens comme Aléo, ou d'une certaine façon Camon aussi, qui vont réfléchir à l'emploi des blindés dans les années 20. Jusqu'à encore une fois cette rigidification qui apparaît à la fin des années 20. Ça fossilise quoi en fait. Ça se fossilise, oui effectivement. Ça se fossilise parce que, pour tout un tas de raisons, on manque de moyens. Là aussi, on réduit le budget, donc on n'a plus les capacités de réfléchir, d'expérimenter, de penser à autre chose. On est dans une phase qui est très défensive, avec la mise en place de la ligne Maginot, dans une réflexion qui est très défensive, avec un environnement très pacifiste et très anti-agressif. On distingue, c'est l'époque où on distingue les armes agressives, offensives, les armes qui ne le sont pas. Et puis on a une structure de l'armée qui devient une structure de mobilisation. Il y a une réduction du service militaire aussi, qui contribue à la perte des compétences. Et l'armée française devient un cadre de mobilisation. Et qui ne peut rien faire sans mobiliser les forces. Et on le voit bien dès qu'il y a une crise qui apparaît, notamment par exemple la remilitarisation de la Rhénanie en 1936, l'armée française est incapable de réagir. Chose qu'on avait vue, que certains avaient vu, De Gaulle en 1934, il écrivait à l'armée de métier. En fait, ce qui prône, c'est une capacité à réagir et à agir, avoir une force de réaction rapide pour la France. Le problème, c'est qu'il croit que cette force de réaction rapide ne peut être que professionnelle, ce qui disqualifie essentiellement son discours. Mais voilà, donc on est dans une forme, dans sa structure, dans ses mentalités, l'armée française est devenue rigide. Et il y a le fait, ce que tu disais, que les chefs sont toujours les mêmes, oui. C'est-à-dire qu'ils vieillissent avec des conceptions qui étaient pertinentes en 1918, mais qu'ils ne le seront plus en 1939, en 1940. Parce que en 20 ans, il y a des progrès techniques qui sont quand même considérables, et tout ce qu'on rêvait en 1919 mais qu'on ne pouvait pas faire, quelque part on pourra le faire 20 ans plus tard.